Fécator, falseté si conchi. Entre deux gros épisodes, et le prochain va être un gros épisode, je vous propose un nouveau format avec des histoires de fake du passé. Il y a un vieil adage qui dit « Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où on vient ». Eh bien moi je vous en propose un nouveau, c'est cadeau. Pour savoir où l'on va se faire avoir, regardons où se sont fait avoir nos anciens. Parce que notre époque n'a rien inventé et nombre d'arnaques d'aujourd'hui ne font que recycler celles des siècles passés. On va donc se plonger dans ces histoires qui font l'histoire du fake, et comme elles sont tirées de streams que j'avais fait au départ sur Twitch, vous pourrez lire au fil des récits une sélection des meilleures réactions en direct de la commune. Alors, c'est parti, et aujourd'hui on se replonge dans les premières décennies du 19e siècle. Et que falseté si conchi. Vous connaissez sûrement Vidocq. On l'avait évoqué d'ailleurs dans une vidéo précédente. Il a écrit en 1837 un bouquin qui va nous servir de source, Voleurs, physiologie de leurs mœurs et de leur langage, ouvrage qui dévoile les ruses de tous les fripons. Vidocq va donc nous révéler les techniques d'escroquerie en usage à son époque. Vous avez bien sûr, comme d'habitude, les liens sur ces sources dans la description de la vidéo. Alors, sur quoi s'est basé Vidocq pour écrire cet ouvrage? D'où lui venait son expertise du domaine? Eh bien, pour le comprendre, là on dispose de ses mémoires, parues quelques années plus tôt, en 1828. Mais là, attention, il y a des historiens qui précisent bien que tous les épisodes de sa jeunesse, notamment, ne peuvent pas être recoupés par d'autres récits. Donc ça, attention, ça peut être assez romancé. Bon, vous avez le lien, en tout cas, si vous voulez le lire, c'est rocambolesque, c'est un vrai roman d'aventure, tout ça dans une époque assez troublée, puisque sa jeunesse se déroule lors de la Première République. Bon, nous, là, on va en rester à ce qui est factuel. Eugène-François Vidocq est né en 1775 à Arras. Il était d'une constitution robuste mais très turbulent, il se bagarrait perpétuellement avec tous les gamins du quartier. Son père était boulanger et il aurait bien voulu qu'il lui succède, mais Eugène-François est parti très tôt de chez lui. Alors il a fait tout un tas de petits métiers pour s'en sortir, pas toujours honnête, il a escroqué, puis il a été escroqué lui-même. Et à 20 ans, alors qu'il est condamné à de la prison à Lille pour avoir été complice d'un faux en écriture, il lui prend la mauvaise idée de s'évader, ce qui va aggraver sa peine quand il va être repris. Il se retrouve condamné à 8 ans de travaux forcés, au bagne. Alors là, on a quelques images d'illustration du bagne à cette époque. Ça, par exemple, c'est le ferment, les forçats sont enchaînés les uns aux autres. Et ça, c'est le départ, c'est-à-dire qu'ensuite ils vont tous enchaîner, puis enfin, il faut tout enchaîner, quoi. D'ailleurs, dans l'arguche, qui est l'argot des voleurs de l'époque, il y a même des expressions exprès pour tout ce qu'on fait en groupe. Par exemple, touser, alors attention, hein, pas de méprise, touser, en arguche, ça signifie aller à la selle au commandement des argousins pendant le voyage de la chaîne. Donc en gros, ça veut dire que toute la chaîne des prisonniers s'arrête pour aller déféquer, tous enchaînés. Bon, et alors que les prisonniers marchent plusieurs jours pour rejoindre le bagne de Brest, Vidocq trouve encore le moyen de s'évader. Il est repris, alors là il se retrouve ensuite au bagne de Toulon, mais il s'en évade encore. Alors tout ça évidemment se déroule sur plusieurs années. Et à cette époque, en France, la Première République c'est déjà terminé, désormais c'est l'Empire, le premier régime impérial de Napoléon, qui dure de 1804 à 1814. Alors Vidocq se fait à nouveau arrêter en 1809, et là il tente un truc. Il propose d'être indicateur pour la police, poucave quoi. Pour leur raconter tout ce qui se passe en prison, notamment les plans de ses co-détenus. Et ça se passe si bien qu'en 1811, on lui propose de rentrer dans la brigade de sûreté, qui est en fait un service de police un peu spécial avec que les anciens condamnés qui infiltrent le milieu, les malfaiteurs, pour avoir des infos. Bon, pendant ce temps-là, en France, après 1815 et la chute de Napoléon, on est entré dans la période de la Restauration. On a donc rétabli la monarchie avec Louis XVIII, et donc, en 1818, c'est Louis XVIII qui accorde une grâce à Vidocq, donc il retrouve tous ses droits civils, mais il continue à la tête de la brigade de la sûreté, et il va y rester jusqu'en 1827, donc en infiltrant le milieu, en se déguisant beaucoup, et puis avec des méthodes pas toujours hyper orthodoxes, mais efficaces, puisqu'il aurait procédé à plus de 16 000 arrestations, avant de devenir détective privé par la suite. Et c'est plutôt cette période-là de sa vie qui a fait l'objet de nombreux films. Et donc, au moment où il publie son petit recueil en 1837, on comprend qu'ils connaissent bien le monde des voleurs et des escrocs. Alors, en quoi consiste ce bouquin? Eh bien, c'est un dictionnaire d'arguche, donc cet argot des voleurs, avec, lettre par lettre, des articles sur les techniques de vol et d'escroquerie de l'époque. Et là où c'est un peu la dinguerie, c'est quand on s'aperçoit qu'il y a pas mal de ces techniques qui sont toujours en usage de nos jours.
Premier exemple, le tourne autour. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un tonneau, mais pas un tonneau normal. Lisons. Quelques tonneliers fabriquent des tonneaux si artistement faits qu'ils peuvent être percés partout et ne laisser échapper autre chose que de l'eau de vie, et cependant, un tonneau de cette espèce qui doit ordinairement contenir 27 veltes de liqueur n'en contient que le tiers à peu près. Le reste n'est que de l'eau. Ces tonneaux, destinés aux voleurs et aux solisseurs à la gourde, sont si artistement faits qu'il est très rare que la fraude soit découverte. Ceux qui ne se servent pas de semblables tonneaux se servent de vessies qu'ils introduisent vides dans le tonneau et qu'ensuite ils emplissent d'eau, de sorte que ce tonneau ne contient que très peu de liqueur ou d'huile. Donc ce sont des tonneaux truqués qui contiennent moins de bière que ce qu'ils annoncent. D'où l'expression « faire prendre des vessies pour des lambics ». Alors, petit jeu, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose de notre 21e siècle? Eh bien, c'est peu ou prou ce qu'on avait vu dans cette vidéo, ça déballe, où on parlait d'emballage, et c'est pas vieux, c'était en 2022. Attention aux déceptions. Exemple sur ce petit pot, n'oubliez pas de le retourner dans tous les sens, ça vous permettra de vous apercevoir que le fond du pot est tout concave. Alors pour bien visualiser la chose, si on met de la pâte à modeler à la place, et voilà, le volume perdu par rapport à tout ce qu'on pouvait s'imaginer en voyant la taille du pot. Et une évolution typique de ça, c'est la shrinkflation, ou réduflation, pour faire plaisir aux Québécois. C'est quand un produit augmente, ou à la rigueur reste au même prix, avec un emballage similaire, mais que discrètement, on vous en met moins qu'avant. Dernier exemple en date, prenez ces chips en sachet et sachez en saisir la capacité. J'ai caché la marque, parce que là, on veut surtout pas en faire la promotion. Donc ces chips en sachet-ci sont vendus par paquet de 135 grammes. Mais ces chips-ci, en sachet aussi, qu'on associerait sans sourcil à la même quantité, parce que ça ressemble drôlement quand même, eh bien, il n'en a que 120 grammes. Et un peu plus d'air, ou de sang, qui fait paraître le paquet un peu plus gros. Alors est-ce que c'est parce que celles-ci, ce sont les chips préférées des Français, et pas celles-là? Des chips au goût cheeseburger, Déjà, je savais pas que ça existait, j'aurais même pas eu le mauvais goût de penser que ça puisse exister. Alors, chips préférées? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, vous le savez, depuis la vidéo ça déballe, il faut se méfier de ce genre de mentions immensément mensongères. D'où sort cette information? Alors, il y a une petite étoile. Tournons le paquet. Il est écrit que c'est la marque de chips la plus vendue du marché, source Nielsen IQ 2022. Bah donc, si c'est la marque, c'est pas spécifique, c'est sachet de chips-ci. Sacré marketing. Comme on disait en Arguche, on va pas tourner autour du pot ou du sachet, c'est de l'arnaque. Ouais, oh, c'est toi l'arnaque. Moi, je vois le titre de ta vidéo, là, des histoires. Je me dis, voilà, ça y est, ça va faire des histoires. Non, mais... Il a enfin compris ce qui marche sur YouTube. Puis au final, il se passe rien. C'est pas des histoires, c'est de l'histoire. Mais arrête avec tes nuances. Dis donc, on est sur YouTube. Là, moi, ça fait 5 minutes, tu parles d'un gars, j'ai même pas vu ses vidéos. Qu'est-ce que tu veux que ça clash? Et YouTube, c'est pas que du clash, il y a aussi de l'histoire. Regarde Nota Bene. Nota Bene? C'est même pas ses vrais yeux, c'est des lentilles. Oh, mais tu... Oh! Mais, poucave, balance! Bon, je vais t'en faire, moi, des histoires. Tiens, ces scientifiques, là, que t'as interrogés dans tes vidéos, ben j'ai vérifié, ils ont un seul doctorat, alors tu parles? Et pourquoi tu y dis pas, ça? D'accord, allez, ça devient n'importe quoi. Ciao! Ah, ben oui, quand on veut noyer le poisson dès qu'il a la rage. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais tes titres prout à clic, là, ça trompe personne. D'accord, allez. Et tu pourras pas tromper 1000 fois personne. Le nickel. C'est celui qui se fait avoir par les bonimenteurs, ceux qui lisent dans les cartes, les devins et devineresses en plein vent qui prédisent au Jean-Jean qu'un jour il sera colonel, à la servante d'un homme seul que son maître la couchera sur son testament, ou à la fille publique qu'elle trouvera un entreteneur. Alors, Vidocq cite notamment « Mademoiselle Lenormand, lorsque vous passerez dans la rue de Tournon, arrêtez-vous au numéro 5 et entrez chez Mademoiselle Lenormand. Vous trouverez toujours dans le salon plusieurs individus des deux sexes, de tous âges et de toutes conditions, attendant avec impatience l'instant d'être admis dans l'antre de la pythonisse. » Alors, Vidocq écrit au sujet de ces Mickels. Les individus qui vont demander des conseils aux tireurs de cartes sont des imbéciles, sans doute. Mais il ne doit cependant pas être permis de les exploiter. Aussi, je le répète, je ne comprends pas l'indulgence de la police. Et il détaille la méthode des charlatans qui profitent de ces Mickels, en parlant notamment de ceux qui exercent sur les boulevards parisiens et sur la place du Châtelet. L'établissement d'un tireur de cartes se compose ordinairement d'une petite table, de 3 gobelets de fer blanc, de quelques petites boules de liège ou muscade, et de plusieurs jeux de cartes. Et en général, dans un quartier populeux et à proximité d'un marchand de vin.
Alors vous avez d'abord un complice, le pitre, qui est chargé d'abouler le trep, c'est-à-dire de faire venir le public, par exemple, nous dit-il, par quelques chansons plus que grivoises. Et lorsque la foule est assez grande pour promettre une bonne recette, là, le devin arrive et débite son bonime. Le pitre, pour l'instant, distribue les cartes et reçoit la rétribution fixée. Cela fait, le devin explique à voix basse et hors du cercle la dame de carreau ou l'as de pique. Donc, en gros, le devin passe individuellement auprès de chaque personne du public qui a acheté une carte à tirer pour lui expliquer dans le secret ce que présage sa carte. Et puis, si parmi les individus qui ont pris une carte, il s'en trouve un qui écoute avec plus de recueillement que les autres et qui paraît s'ajouter une foi entière au discours du devin, celui-ci propose de lui faire le grand jeu. Et si l'individu accepte, un signe du devin avertit le pitre. Donc, le devin repère dans la foule les personnes qui sont les plus réceptives à son baratin, qui vont être les fameux Miquel, et c'est là que le complice, le pitre, entre en jeu, pendant que le devin continue à faire son petit tour des gens qui ont pris une carte. Le pitre va trouver le Miquel, et tout en buvant une chopine avec lui, il lui tire adroitement les vers du nez. Et bientôt il sait qui il est, d'où il vient, où il va, et ce qu'il espère. Et il rapporte à son maître, donc le devin, ce qu'il vient d'apprendre. Alors le devin est pris pour un grand homme par le Miquel qui ne se doute jamais qu'il ne fait que lui répéter ce que lui-même disait au pitre il y a un instant. Alors, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose qu'on connaît aujourd'hui ? Bon, on va pas bocoter des broquilles ou des plombes, je vous bonne. On a de nos jours des prétendus médiums qui utilisent des techniques similaires. Vous avez cette excellente vidéo de Clément Fraise, mentaliste, qui en parle. Code reading, c'est la lecture à chaud, c'est-à-dire chercher à l'avance des informations sur le client ou le pigeon, ou le spectateur dans le cas du mentalisme, pour arriver à lui ressortir ces éléments lors de la consultation. Dans la vidéo, on voit l'exemple de Bastien, qui est là, à côté de Clément, qui a participé à une émission d'un médium sur YouTube. Et le médium a expliqué à Bastien qu'il était en communication avec Dana, une amie décédée de Bastien. Sauf que... Est-ce qu'elle existe, Dana? Non. Non. Ah. En fait, cette Dana, c'était une fausse info que Bastien avait publiée exprès sur Facebook. Donc tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux pourrait très bien être la version contemporaine de la chopine qu'on payait au Miquel. Et Clément Fraise fait en plus la démonstration d'une autre technique qui peut aussi être utilisée, le cold reading, qui là permet de soutirer des infos en direct aux gens, juste en observant leur réaction et en utilisant certaines formes de questionnement qui peuvent donner l'impression qu'il sait avant de savoir. Je pense que c'est du côté de... C'est pas du côté de ton père? Non, c'est du côté de ta mère, c'est ça. Et donc il me semble que c'est quelqu'un... Allez découvrir ça, si vous ne connaissez pas encore, vous avez le lien. Grinchir à la cire. Alors non, ça ne correspond pas à l'épilation à la cire de bestioles barbues vertes. Grinchir, c'est voler. Un ou plusieurs individus se rendent chez un restaurateur, déjeunent ou dînent, et s'emparent d'une ou plusieurs pièces d'argenterie, des couverts en argent précieux, qu'ils collent sous la table au moyen d'un emplâtre de cire ou de bois. Bon, ils cachent les couverts, puis sans doute protestent qu'on ne leur en ait pas donné. Si le maître de l'établissement s'aperçoit du vol qui vient d'être commis à son préjudice, les coupables n'ont rien à craindre, quand bien même ils seraient fouillés. Et un compère vient après leur départ, donc c'est le convive suivant qui les récupère sous la table. Le grinchissage à la cire fut inventé il y a 20 années environ par une jeune et jolie personne qui le pratiquait de concert avec sa mère, qui était chargée de venir prendre l'argenterie. Ces deux femmes exercèrent paisiblement pendant 2 ans, mais enfin elles subirent le sort de tous les voleurs, elles furent arrêtées et condamnées. Elles confessèrent durant l'instruction de leur procès 236 vols de cette nature. Les lettres de Jérusalem. Alors, précisons tout de suite, ce ne sont pas des lettres qui viennent de Jérusalem, mais qui étaient envoyées par des prisonniers retenus à la prison de Bicêtre, qui se situe alors rue de Jérusalem, d'où le nom. Alors, cette escroquerie-là, on va juste l'évoquer rapidement, parce que peut-être que vous vous en souvenez, on en avait parlé dans la vidéo « Ne pas se faire pirater ». Ici donc, les prisonniers escroquaient par lettres interposées. Ils choisissaient comme pantre, c'est-à-dire comme victime, quelqu'un d'un peu fortuné, évidemment, et qui avait la nostalgie de l'ancien régime, de la monarchie. Ils lui écrivaient en expliquant qu'ils avaient été valets de tel ou tel noble décapité à la Révolution, et qu'ils avaient réussi à sauver la fortune de leur maître et à l'enterrer dans une cassette, une petite malle, pas très loin de chez le pantre. Mais comme ils étaient emprisonnés, il leur fallait trouver quelqu'un pour aller la déterrer.
Alors en général, évidemment, le peintre était intéressé, il répondait, s'engageait une correspondance, et c'est alors que le prisonnier expliquait qu'il avait besoin d'une petite somme pour corrompre telle ou telle personne dans la prison, pour faire parvenir au peintre l'emplacement de la malle. Et à chaque fois que le peintre envoyait des sous, le prisonnier trouvait un nouveau prétexte pour en demander davantage, jusqu'à ne plus répondre, évidemment, dès que le peintre s'apercevait qu'il était en train de se faire escroquer. Alors, la lettre de Jérusalem se pratique maintenant couramment sur Internet. Ça, on l'a beaucoup vu pratiquer par des brouteurs dans les années 2010. Vous receviez une lettre de quelqu'un qui vous expliquait qu'il avait une grosse somme d'argent bloquée dans son pays et qu'il avait besoin d'un compte à l'étranger ou d'un petit paiement d'un frais quelconque pour pouvoir le débloquer et vous en faire profiter, bien sûr. Aujourd'hui, on a le phishing, toujours sur le même principe, qui va vous faire miroiter quelque chose ou prétexter un problème sur un de vos comptes pour vous demander à un moment de communiquer des infos personnelles. Alors là-dessus, sur YouTube, vous avez quantité de vidéos, par exemple de Sandoz, qui suit pas mal ce type d'arnaque. Et à ne pas oublier, bien sûr, le conseil que j'avais donné dans la vidéo à l'époque, si vous recevez un mail de genre Netflix qui vous dit qu'il y a un problème de paiement sur votre compte, ou des impôts, ou de l'assurance maladie, ou de votre banque, pour aller vérifier le problème, la règle c'est ne cliquez surtout pas sur les liens qui figurent dans ces mails. Jamais. Vous vous connectez sur le service en question, comme vous le faites d'habitude, via le site ou l'appli, et si jamais il y a réellement un problème avec votre compte, vous le retrouverez bien affiché. Mais sinon, le mail, vous pouvez le jeter, et éventuellement le signaler sur Pharos. Ah, qu'est-ce que... Ouais, alors, d'abord les lentilles, c'est très bon, et en plus c'est une des premières plantes qui a été cultivée. Non mais... J'arrête pas de recevoir des messages de youtubeurs énervés, là. Tu y es pour rien, peut-être. L'ami du bon goût, je te parle. Oh, mais moi je suis pas l'ami du bon goût, je suis une IA développée par Défend Intelligence. Comme il avait fait sur Twitch pour les présidents. Ah oui, je sais pas si vous aviez vu ça, mais effectivement, Anis de Defend Intelligence qu'on avait reçu dans la vidéo sur ChatGPT avait mis en ligne fin août sur Twitch une IA qui répondait aux questions en imitant des présidents. Vous pouvez me parler depuis le chat. Eh oui, c'est pour ça, je suis une IA. Posez-moi des questions. C'est pas toi qui as cherché à me faire des histoires. C'est-à-dire non, puisque moi je suis une IA. Et donc c'est impressionnant, hein. Surtout le mouvement des lèvres là, c'est... Oui, Défend Intelligence, il a beaucoup travaillé sur les labiales. Les labiales, non? Sur les lèvres. Parce que les labiales sur les oreilles, là, je vois moins le... Posez-moi des questions. D'accord. Donc, techniquement, si tu es comme les IA de Defend Intelligence, là tu es relié à ChatGPT avec derrière un text-to-speech entraîné pour lire les réponses de GPT avec ta voix, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis une IA reliée à ChatGPT. Et tout comme vous avez dit, puisque j'ai été développé par Défend Intelligence. ChatGPT, d'accord. Donc, si je te demande de m'expliquer la théorie des cordes et ses implications pour la compréhension de l'univers, tu vas savoir répondre. Allez-y, posez-moi des questions. Oui, la théorie des cordes, alors. C'est dans tes cordes? Mais attention, tirez-y pas trop sur la corde. Parce que Défend Intelligence, quand il a mis son IA sur Twitch, il a eu des problèmes. Oui, enfin... Il y a des gens dans le chat, ils lui ont demandé des noms de villages un peu particuliers, et quand il les a dit, ça a mal tourné, il s'est fait bannir par Twitch, je vous ferai dire. Oui, enfin, je vois pas tellement le rapport. On dirait que tu cherches à te défiler, non? Le rapport, c'est que si vous m'harcelez trop, moi je vais en crier, moi, des noms de villages. Bref, tout ça pour dire que tu n'assumes pas ce que tu as fait. Mon cuc dans le lot. Bon, je voudrais m'adresser à tous les youtubeurs impactés par les rumeurs lancées par mon pitoyable acolyte, qui est même pas capable de le reconnaître. Donc, pardon en mon nom à tous ceux qui m'ont écrit, nota bene, pardon. J'ai mis des liens sur la chaîne pour que tout le monde puisse aller se rendre compte que vous... Enfin, par rapport aux lentilles, il y a aucun... Enfin, je veux dire, tout le monde aime les lentilles, de toute façon. Donc, bref, pardon. Et pardon aussi à celui qui m'expliquait, assez énervé d'ailleurs, hein, mais bon, je comprends, hein, Et donc lui m'expliquait qu'en tant que spécialiste des rumeurs, c'est son domaine, il était remonté assez facilement jusqu'à ma chaîne, et que donc non, le nom de sa chaîne à lui n'était pas évidemment celui d'un examen d'imagerie médicale du fondement, et que tout ça c'était vraiment d'un niveau de caniveau. Je ne peux que lui donner raison. Ah, ça fait moi le malin, là. Et aussi dire à cet autre youtubeur situé lui en Moselle, que contrairement à ce qui a été écrit par erreur sur un t-shirt, il n'est pas un comique. En Moselle, bitch. Pas que. Bitch, en Moselle. Ok, voilà, on coupe l'intelligence artificielle. De toute façon, nous, là, ce qu'on avait, c'était surtout la dimension artificielle du truc. Mais Saint-Louis du haha au Québec.
Alors, le clash, pour exister, pour faire des vues... Toi t'es qui? Toi t'es qui? Non, toi t'es qui? Toi t'es qui? Ben ça aussi, ça ne date ni de YouTube, ni de Twitter ou X, ni des rappeurs, et même de bien avant le 19e siècle, les saillies, les traits d'esprit qu'on s'envoyait à la face et qui faisaient qu'on parlait de vous à la cour. Il est moins sot qu'il n'en a l'air. C'est toute la différence entre nous, monsieur. Il y a un exemple célèbre, c'est celui de l'altercation de Voltaire et de Rohan Chabot en 1726. Alors, il y a plusieurs versions qui circulent, mais on dit que le chevalier Guy-Auguste de Rohan Chabot, qui était noble, comte de Chabot, avait un soir à l'opéra croisé Voltaire, encore jeune écrivain à l'époque, de son vrai nom Arouet, et qui lui n'était pas d'ascendance noble. Et pour le rabaisser, il avait clashé « Monsieur de Voltaire, monsieur Arouet, comment vous appelez-vous » Genre, t'es qui? Ce à quoi Voltaire aurait rétorqué « Et vous, vous appelez Rohan ou Chabot ?» Bon, déjà ça se répondait mal. Mais ils s'étaient recroisés 2 jours après au théâtre de la Comédie-Française, et là, le comte de Chabot avait recommencé, en voyant que Voltaire était reçu dans la loge de Adrienne Lecouvreur, comédienne bien en vue, et qu'il était vraiment jaloux, faut dire les termes. Et là, Voltaire aurait répondu « Mon nom, Voltaire, je le commence, et vous, vous finissez le vôtre. Genre, moi je vais devenir quelqu'un, et toi t'es juste le passé, frérot. » Ce qui avait bien porté, et qui a fait que forcément, comme tous les gros clashs, ça a dégénéré, c'est devenu hyper chaud. Par la suite, le comte a fait bastonner Voltaire par ses laquais, suite à quoi Voltaire voulait le castagner et commençait à le faire savoir, et alors le comte avait réussi à le faire emprisonner à la Bastille. Et il n'avait pu en être libéré qu'en se faisant exiler un temps. Enfin bon, au final, Voltaire en était sorti plus humilié qu'autre chose, parce que, aussi piquant qu'aient pu être ses mots, finalement il ne s'est pas trouvé grand monde pour le défendre. Mais par la suite, eh bien son œuvre lui a donné raison, il est devenu quelqu'un, et d'ailleurs, Adrienne a joué plusieurs de ses pièces, et c'est avec Voltaire qu'elle a eu une liaison. Enfin, retournons au 19e siècle avec nos histoires de fake. À la même époque que l'ouvrage de Vidocq, en août 1835, dans le New York Sun, c'était un journal à bon tirage, qui a disparu depuis, sont publiées des découvertes à propos de la Lune, faites en Afrique du Sud par Sir John Herschel, astronome anglais. Là, c'est lui, ce portrait date de 1840. Il était le fils de Sir William Herschel, que vous connaissez si vous avez fait la quête de l'espace sur cette chaîne. Parce que c'est lui qui avait découvert Uranus en 1781. Eh bien, Herschel fils avait été équipé en 1834 par le roi d'Angleterre d'un télescope géant pour l'époque. Là, alors c'est toujours John Herschel, mais pris en photo à la fin de sa vie. Donc, spoiler déjà, on sait qu'il n'est pas mort lors des observations en Afrique du Sud de 1834-1835, donc c'est pas là-dessus que va se jouer le suspense. En revanche, qu'a-t-il découvert? Voilà le vrai sujet de cette histoire. Le New York Sun explique donc qu'il publie en exclusivité, en 6 épisodes, donc sur 6 jours, le compte-rendu des découvertes de John Herschel qu'il a fait au roi d'Angleterre, Guillaume IV, avant même que ces découvertes ne soient publiées, ce qui est prévu dans une revue d'astronomie à laquelle elles sont destinées, le Edinburgh Journal of Science. Herschel avait donc fait installer ce télescope géant au cap de Bonne-Espérance afin d'observer le ciel austral. On en voit ici une illustration. Comme il l'explique au roi, c'était un télescope qui projetait les observations sur une plaque située en dessous. On le voit là dans une vue d'artiste. Et alors, en janvier 1835, avec son équipe, ils veulent observer la Lune avec des lentilles qui vont leur donner un très très fort grossissement pour être aussi proche de la Lune que s'ils la survolaient à 1/1000 de sa surface. Mais dans un premier temps, dans le premier article, comme ils ne disposent pas encore de ce grossissement maximal, ils se contentent d'observer les cratères et cherchent à vérifier des observations déjà faites par d'autres pour confirmer que les cartographies de la Lune existantes sont bien correctes. Et c'est à partir du second article que ça devient une dinguerie, parce que là, leurs lentilles de ouf sont montées, et ils sont capables d'observer des détails très petits. D'abord, ils remarquent des lacs au fond des cratères. Donc là, on a la découverte d'eau liquide sur la Lune. Déjà, c'est majeur. Et puis, l'article raconte. La Lune présente des plaines immenses, d'une grande fertilité. Le nombre des végétaux que nous y avons découverts mérite une mention tellement spéciale que nous y consacrerons plusieurs chapitres. Mais le plus étonnant reste à venir, à la fin de cet article. Au milieu d'une contrée stérile rocailleuse, parmi ces roches élevées dépourvues de toute végétation, et qui correspondent à la contrée que d'après une inspiration assez malheureuse, Riccioli a appelée Lacus Somniorum, alors voilà où se situe cette région sur le globe lunaire, donc en un lieu où il semblait impossible d'exister, nous avons reconnu par hasard parmi des blocs d'un aspect granitique, un être. Un monstre doué de facultés locomotives.
Expliquer sa présence et ses moyens de vivre serait chose impossible. Bornons-nous aux formes. Oui, bien sûr, hein, restons-en aux faits, on fait de la science. Voilà donc la découverte d'un être vivant. Il est décrit comme un bipède aux jambes courtes, aux grands pieds et à la tête triangulaire avec une corne à 3 branches, une peau de rhinocéros et une queue plate. Alors celui-là, il précise qu'ils ne l'ont jamais revu, mais que c'est rien à côté de ce dont ils vont parler dans le 3e article. C'est bien foutu, hein. À chaque fin d'article, ils font ce qu'on appelle un cliffhanger pour faire monter la hype. Assurément, c'est une bonne série. Alors, 3e article. La créature intelligente est ce que nous avons le plus avidement cherché sur ce globe ouvert pour la première fois à l'œil de la science. Tu m'étonnes. Alors là, nous avons des illustrations de ces Séléniens, donc ces habitants de la Lune. Je précise que ces illustrations n'étaient pas forcément dans les articles d'origine. Certaines datent d'un peu après, lorsque ces articles ont été publiés en bouquin. Parce que, évidemment, très vite, hein, pour surfer sur la hype, il y a eu de la vente de bouquins, des produits dérivés de la série, et dans moult traductions. Il y a d'abord l'Androsélénien. C'est le plus intelligent, mais il est tout petit. Il n'a guère que 2 pieds 8 pouces. Donc en gros, il mesure 80 cm. Son corps est souple et allongé, ses articulations ont l'apparence de la vigueur, ses épaules sont douées de vastes ailes plus longues encore chez la femelle, et qui rappellent, par la nature du plumage et par celle des attaches, les ailes de l'autruche. Vous vous rendez compte du niveau de détail que ce télescope permettait de voir. Il plane comme un oiseau de proie, et se maintient sur l'eau qu'il parcourt avec célérité. Mais il y a une autre espèce qui a des ailes, comme la première mais dépourvue de plumes. Et sous ce rapport, si l'Androsélénien nous a offert une analogie avec l'autruche, la seconde espèce que nous désignerons sous le nom de Vespertilio nous en présenta une avec la chauve-souris, de 4 pieds environ. Donc là, on est plutôt sur 1,20 m. Et il y a une 3e espèce qu'ils appellent le castor, mais qui est intelligent aussi, et qui vit dans des huttes d'où s'échappe de la fumée. Et s'ensuivent alors, au fil des 3 autres articles, des observations sur l'organisation de cette société, les rapports entre ces différentes espèces. Et ils découvrent aussi un temple de saphir, ça va assez loin. Et bon, dans les illustrations aussi, je dois dire, là ce sont des illustrations de l'édition italienne du bouquin, qui sont venues par la suite. Eux, ils étaient encore au-delà des articles, là c'est le lore. Ils étaient partis vraiment, vraiment loin, je sais même pas ce que c'est, je pense qu'on les a perdus. Hélas, dans le 6e article, on apprend que le télescope ayant été malencontreusement tourné en direction du Soleil, il a brûlé, mettant fin aux observations. En tout cas, énorme succès de cette série auprès des lecteurs. Apparemment, au fil des 6 articles, le journal a augmenté son tirage. Asa Green, qui était rédacteur en chef d'un journal concurrent, qui revenait sur cette histoire en 1837, écrivait qu'il y avait bien eu quelques sceptiques, mais que la crédulité avait été assez générale. Et même dans les journaux concurrents qui ont repris les infos, certains y croyaient. On les voit ici, il y a les believers, et puis ceux qui étaient plus sceptiques. Alors il y a bien eu évidemment du fact-checking. Déjà dès le 31 août, le New York Herald a montré qu'en réalité, le Edinburgh Journal of Science, dans lequel le Sun prétendait que les découvertes allaient être publiées, en fait il avait cessé de paraître depuis 1833, ce qui déjà attestait qu'il s'agissait d'un canular. Ce qu'on a appelé par la suite le Great Moon Hoax. Donc une fiction, vraisemblablement écrite par un écrivain anglais récemment recruté par le Sun pour devenir le rédacteur en chef, Richard Adam Locke. Alors, il l'a longtemps nié, puis finalement il a avoué dans une lettre en 1840 en disant que plus qu'un canular, il avait voulu faire une satire. En tout cas, il avait fait une des premières séries de science-fiction à grosse audience. Et on peut y voir aussi l'ancêtre de ces faux documentaires qu'on voit publiés aujourd'hui, et pas que sur le sujet de la Lune, qui se donnent un vernis scientifique pour raconter de la fable dans le but de faire du fric. Alors en matière de fact-checking, il y a eu aussi des fascicules assez conséquents, comme celui-là en 1836 de M. Secrétan-Mercier, Réflexion au sujet des nouvelles découvertes de M. Herschel. Donc lui, il a regardé paragraphe par paragraphe pourquoi ça ne pouvait pas être vrai. Par exemple, ça parle de bestioles qui volent dans une atmosphère, alors que, dans ses écrits précédents, Herschel avait bien établi qu'il n'y avait pas d'atmosphère sur la Lune, sinon on l'observerait dans les occultations des étoiles ou durant les éclipses de soleil. Alors, ce qui résonne aussi avec notre époque, c'est la thématique. On entend régulièrement des sceptiques des missions Apollo demander à voir depuis la Terre les restes des modules lunaires sur la surface de la Lune, avec même certains qui vous expliquent que ce serait techniquement possible. Aujourd'hui, avec les nouvelles générations de télescopes pour amateurs et professionnels où on peut analyser des photos à 50 cm maxi, les amateurs n'ont pas trouvé de preuve des restes des missions Apollo. Il y a un super télescope qui s'appelle Hubble,
qui est dans l'espace, qui a une vision. Il pourrait filmer en gros plan un poil de cul sur Mars. Il n'a jamais réussi à photographier un seul ovni. Alors, pourquoi n'est-ce pas possible d'observer les restes des missions Apollo? Et pourquoi donc, en 1835, ça n'aurait pas été possible avec le matériel d'Herschel de faire des observations telles que celles rapportées? Un tout petit peu de science, là. On peut calculer ce qu'on appelle le pouvoir de résolution d'un système optique. C'est sa capacité à révéler des détails, qui se mesure par le plus petit angle qui sépare deux points qu'on arrive à distinguer. Je vous la fais courte, si le sujet vous intéresse vraiment, vous pourrez faire pause pour voir le détail des calculs et éventuellement les revérifier par vous-même. Mais si on considère pour Apollo que le bout de module lunaire qui reste sur la Lune fait 4 mètres de diamètre, on a besoin donc de pouvoir distinguer deux points situés à 4 mètres l'un de l'autre. Sur la Lune qui se situe à 384 millions de mètres, et on peut calculer que la résolution angulaire nécessaire est de 0,0021 secondes d'arc. Eh bien, voici les pouvoirs de résolution des plus gros télescopes actuels. On n'en a aucun qui ait cette capacité. Le VLT, avec ses 4 télescopes principaux et leur miroir de 8,20 m de diamètre, lui, il n'atteint que les 0,017. Avec lui, à la surface de la Lune, on pourrait voir que des détails de 32 mètres. Et quant au Extremely Large Télescope européen, qui est prévu pour 2025, avec un miroir primaire de 39,30 m, même lui ne pourrait voir que des détails de 6 mètres, avec sa résolution angulaire de 0,0035. Et tout ça, de toute façon, ça reste théorique, car, comme nous l'avait expliqué l'astrophysicien Miguel Montargès de l'Observatoire de Paris, dans cette vidéo, si vous prenez un télescope comme le VLT, qui est conçu en fait pour observer des étoiles très peu lumineuses dans le ciel lointain, et que vous le pointez vers la Lune, qui est un objet extrêmement lumineux, vous cramez instantanément vos instruments. Ça n'est donc pas techniquement possible. Et ça ne l'aurait pas été, évidemment, pour le télescope de William Herschel, avec son diamètre de 1,20 m. Il ne pouvait évidemment pas avoir les performances annoncées dans les articles du Sun, ce qui avait d'ailleurs été calculé déjà par ses détracteurs de l'époque. Et en outre, on peut ajouter que ça n'aurait aucun sens d'investir une fortune pour construire sur Terre un télescope encore plus grand et qui serait dédié à observer les détails de la Lune, parce que, en fait, c'est beaucoup plus vite fait, et moins coûteux, et beaucoup plus efficace pour observer la Lune, d'envoyer des sondes en orbite autour. Depuis la Terre, vous avez les perturbations atmosphériques, ça les sondes lunaires les ont pas, et en plus, elles peuvent observer même les pôles ou la face cachée, ce que vous n'arriverez jamais à faire depuis la Terre. Et c'est comme ça que des photos des sites d'alunissage d'Apollo, on en a eu. Par exemple, celle-ci, pour Apollo 11 ou Apollo 12, qui ont été prises en 2021 par une sonde indienne, Chandrayaan-2, donc qui est complètement indépendante de la NASA. Voilà l'histoire. Alors Herschel, quand on lui a fait passer le Sun, au début ça l'a fait rire. Il a dit « Je crains que les résultats réels de mes observations télescopiques au Cap ne soient très modestes, du moins dans l'estimation populaire, en comparaison avec ceux qui me sont attribués dans ce récit américain. » Mais bon, par la suite, avec l'ampleur que ça a pris au moment de la publication en bouquin dans toute l'Europe, il a fini par s'énerver. Il écrivait en 1837 « J'ai été harcelé de toutes parts avec ce canular ridicule à propos de la Lune, en anglais, français, italien et allemand. » Il y a plus de 180 ans, Herschel faisait donc amèrement l'expérience de ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet de vérité illusoire, qui était démontré depuis. Voilà pour cette petite plongée dans l'histoire de quelques faits du passé. Moi, il me semble que c'est intéressant de constater comment, dans certains domaines, finalement, on n'a rien inventé. Comment on fait que recycler la manière dont on escroque son prochain, et comment, sur le fond de la nature humaine, rien n'a évolué. Alors vous me direz si ce format vous a plu, si ça vous intéresserait que je fasse d'autres épisodes comme celui-ci. J'ai de la matière, puisque j'ai fait plusieurs émissions Twitch sur ce principe. Falseté si conchi. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur Twitch suivre ça en live. Vous rencontrerez une commu sympa et pleine d'esprit, comme vous avez pu le voir ici, au fil des petites citations. En tout cas, d'ici là, que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao! Proposer un octogone, il saurait même pas en dessiner un. Il vous appelle science mitonnante? Moi, j'ai entendu ça.